Bonjour Thomas Gébin. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI pour lequel vous venez de publier une note intitulée Finance et croissance, le court terme aux dépens du long terme, point d'interrogation. Alors vous montrez que dans les dernières décennies, chaque épisode de croissance s'est accompagné d'une bulle, bulle Internet dans les années 90, bulle immobilière en Europe et aux États-Unis dans les années 2000. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'on ne sait pas faire de croissance sans bulle? Oui, c'est en tout cas une question qu'on peut se poser et qui a été posée notamment par les économistes américains Lawrence Summers et Paul Krugman, qui se sont demandé comment, en effet, depuis les années 80, on avait pu faire de la croissance sans bulle. C'est-à-dire qu'ils regardaient par exemple que dans les années 80, la croissance américaine a été nourrie par une bulle de l'immobilier commercial. Dans les années 90, c'était la bulle Internet. Et dans les années 2000, il y a eu bien sûr la bulle immobilière aux États-Unis, dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi eu des bulles en Europe, par exemple en Espagne, au Royaume-Uni. Sur l'endettement privé. Voilà. Et donc ça pose la question comment en fait on peut concilier croissance et stabilité financière. Et ça repose aussi un vieux débat qui est toujours pas tranché, c'est quel est le rôle de la finance dans la croissance. Et ici en fait il y a deux écoles. Des années 90 jusqu'à la crise de 2007, la thèse dominante c'est qu'il y avait un impact positif de la finance sur la croissance. Donc il y avait de nombreux travaux empiriques, notamment des économistes King and Levine, qui montraient que si vous avez plus de développement financier, vous allez avoir plus de croissance. Avec la crise de 2007, ces thèses ont un peu été remises en cause et en fait, ce qui a eu plus le vent en poupe, c'est des travaux qui montraient l'impact d'un développement excessif de la finance sur les crises, sur le déclenchement des crises. Donc c'est notamment les travaux de Jordan Schularik et Taylor qui montraient que par exemple, si vous avez un développement très important du crédit, ça va conduire à une occurrence plus forte de crise, ou ça va conduire également à des récessions plus fortes et à des reprises plus lentes. Donc on voit qu'il y a vraiment eu deux périodes avec deux thèses qui sont assez différentes. Mais il y a plus, dans vos travaux, vous avez mis au point un indicateur qui permet d'évaluer l'excès de croissance financière en phase d'expansion et il vous permet de souligner les effets d'hystérèse, c'est-à-dire qu'un excès de croissance financière impacte l'expansion du cycle suivant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors justement, dans ces travaux qu'on a menés au CEPI avec Fabien Tripier, ce qu'on montre, c'est que justement, cette relation entre finance et croissance dépend de l'horizon temporel. C'est-à-dire qu'à court terme, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un lien positif entre finance et croissance. Plus de finance ou plus de crédit conduit à plus de croissance. Pourquoi? Parce que vous avez des expansions plus longues et plus fortes. On montre aussi que à l'horizon d'un cycle économique, vous allez avoir des récessions plus fortes, mais les gains qu'on obtient pendant l'expansion l'emportent sur les pertes de la récession. Ça, c'est à l'horizon d'un cycle économique, c'est-à-dire à court terme, en gros, c'est 5 ans. Maintenant, quand on regarde à long terme, c'est-à-dire quand on tient compte des interdépendances entre les cycles, là, le message change complètement et on montre en revanche qu'il y a un effet négatif de la finance sur la croissance. Et donc, ça passe parce que vous évoquez des effets d'hystérèse. Alors, qu'est-ce que c'est un effet d'hystérèse? C'est le fait que si vous avez un développement financier excessif, pensez par exemple à un développement très fort du crédit, les cycles suivants vont être pénalisés par ce très fort développement du crédit, c'est-à-dire par ce très fort niveau d'endettement. Pour le comprendre, on peut d'une part se dire que les gouvernements auront moins de marge de manœuvre, par exemple pour relancer la croissance par le crédit. Et il y a un autre argument qui est plus structurel, c'est le type de croissance qui est favorisé par ce développement très fort du crédit ou par les bulles. Quand on prend le cas de l'Espagne, par exemple, on peut se dire qu'il y a eu une croissance très forte entre 1995 et 2007, près de 3,5% par an, mais le problème, c'est que les facteurs de production sont allés vers la construction, qui est un secteur où les gains de productivité sont plus faibles. Et donc, ça ne permet pas véritablement de préparer l'avenir ou de préparer un secteur productif qui permettra d'avoir une croissance soutenable à long terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple en Espagne, alors qu'il y avait une croissance très forte pendant la période de boom, il y a eu une baisse des gains de productivité. La productivité totale des facteurs a baissé annuellement pendant cette période. Vous écrivez d'ailleurs, les politiques de relance de la croissance financière permettent d'obtenir un soutien de l'activité beaucoup plus rapide que des réformes structurelles ou des politiques d'investissement ambitieuses, mais qu'effectivement ces politiques sont plus risquées à plus long terme. Alors là encore, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça peut donner des idées à des gouvernements peu scrupuleux quand même. Il y a deux risques de ces politiques de relance de l'immobilier. Il y a d'une part un risque d'instabilité financière. On l'a vu que dans les années 80, par exemple, vous aviez eu des booms immobiliers importants qui ont débouché sur des crises bancaires très importantes. Par exemple, entre 86 et 91, il y a eu près de 900 banques qui ont été fermées ou aidées par le Fonds d'assurance des dépôts bancaires aux États-Unis. On a vu dans les années 2000, vous avez eu la fameuse crise des subprimes. Donc c'est quand même très inquiétant de
réamorcer ce type de dynamique. Le deuxième risque, c'est un risque qui est lié au fait que la variable d'ajustement de ce système, c'est l'endettement privé. Depuis les années 80, il y a une montée progressive de l'endettement privé et aujourd'hui, on est à des niveaux qu'on n'a jamais connus depuis le 19e siècle. Le niveau d'endettement privé aujourd'hui est 2 fois plus élevé que le niveau qui existait avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même très inquiétant. Donc c'est pour ça que les institutions internationales préconisent d'autres types de politiques. Par exemple, des politiques de relance de l'investissement via les infrastructures, par exemple, ce qui permet d'avoir des effets d'entraînement sur le secteur privé et de booster les gains de productivité. Le problème de ce type de politique, c'est qu'elles sont assez longues à mettre en place. Par exemple, au niveau européen, on a vu que le plan Juncker, ça avait mis assez de temps à être mis en place. Et d'autre part, ça ne permet pas d'obtenir des résultats si rapidement. Alors que l'avantage pour les gouvernements d'une politique de relance, notamment par l'immobilier, c'est que ça permet d'obtenir des résultats assez rapidement, ce qui n'est pas un avantage si négligeable dans la période actuelle. Pour conclure, Thomas Gjebin, on en est où aujourd'hui? On voit que la croissance redémarre. Moi, j'ai envie de vous demander, elle est où la bulle qui accompagne ce redémarrage? C'est une bulle obligataire? C'est une bulle immobilière? Alors on parle beaucoup de la bulle obligataire, mais il faut voir que même au niveau immobilier, il y a le redémarrage de fortes hausses des prix. Par exemple, en Irlande, de nouveau, qui avait connu une forte hausse, une bulle dans les années 2000, quand on regarde les 2 dernières années, il y a une hausse des prix de près de 30%. Au Royaume-Uni, c'est près de 20% ces 2 dernières années. Et même aux États-Unis, depuis 2012, il y a eu une hausse de près de 30%. Donc de nouveau, c'est un peu inquiétant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est toujours les mêmes mécanismes qui se reproduisent. Aujourd'hui, une des menaces, c'est la Chine, parce que comme on l'a vu, l'endettement total en Chine est très important, près de 260% du PIB. Donc on peut se demander combien de temps ce type de politiques vont pouvoir être menées. Et ça vous renvoie à votre première question, c'est que ça paraît très difficile aujourd'hui, en fait, de concilier croissance et stabilité financière, ce qui est un constat peut-être un peu inquiétant. Eh bien, à suivre. Donc, merci beaucoup, Thomas Gjebin, d'être venu nous présenter ce papier, Finance et croissance, le court terme aux dépens du long terme pour le compte du CEPI. Merci beaucoup. Merci.